L'odeur du café fort se mêlait à celle, plus terreuse, des équipements de montagne qui encombraient le salon de la maison des Moreau. Julien, 42 ans, vérifiait pour la troisième fois le contenu de son sac à dos avec la précision d'un horloger, ses gestes calmes et méthodiques contrastant avec l'excitation palpable de son fils. Léo, 10 ans, vibrait d'une énergie à peine contenue, ses yeux brillants, suivant chaque mouvement de son père comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. C'était leur tradition, leur moment, la grande randonnée annuelle père-fils dans le massif de la Vanoise. Sur la table basse, une carte topographique IGN était dépliée, marquée d'un itinéraire audacieux, tracé au crayon rouge. Pour Julien, c'était plus qu'une simple excursion. C'était une transmission, un héritage d'amour pour la nature sauvage et le respect de sa puissance. Sur le seuil de la porte, Chloé les enveloppa d'une dernière étreinte, son sourire teinté d'une appréhension qu'elle s'efforçait de masquer. « Faites attention à vous », murmura-t-elle, une phrase qui portait à la fois la fierté de les voir partager cette passion et une anxiété sourde, familière à toute personne aimant des montagnards. Elle regarda la voiture s'éloigner, emportant les deux hommes de sa vie vers les sommets majestueux qui dominaient l'horizon. La maison parut soudainement vide, silencieuse, le désordre rassurant de leur préparation étant le seul vestige de leur présence. Cette routine, ce départ, était un pilier de leur vie de famille, un cycle de départ et de retour joyeux qui n'avait jusqu'à présent jamais donné de raison de s'inquiéter. C'était le début de l'été, une promesse de jours longs et d'aventures inoubliables. L'air des Alpes les saisit dès qu'ils sortirent de la voiture au parking du départ de la randonnée. Il était vif, pur et portait le parfum des pins et de la terre humide. Les sommets se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leur beauté écrasante, à la fois invitante et intimidante. « Papa, regarde! Un chamois !» s'écria Léo, le doigt pointé vers une crête lointaine. Le visage de Julien s'illumina. C'était pour ces moments de pure merveille qu'il venait ici. Avant de s'engager sur le sentier, Julien sortit le téléphone satellite pour un dernier appel à Chloé. Sa voix, hachée par les interférences, leur parvint comme un écho d'un autre monde. Le « Je vous aime » de Chloé fut la dernière chose qu'ils entendirent avant que le silence de la montagne ne les absorbe entièrement, leurs silhouettes se fondant dans l'immensité du paysage. 2 jours s'étaient écoulés, 2 jours d'un silence pesant qui s'était infiltré dans chaque recoin de la maison, étouffant les échos de leurs rires. Chloé, initialement rassurée par la connaissance de l'expérience de Julien, sentit une angoisse glaciale s'enrouler autour de son cœur. Les appels vers le téléphone satellite se perdaient dans un néant numérique, chaque tentative infructueuse ajoutant une couche de terreur à son attente. Finalement, la main tremblante, elle composa le numéro de la gendarmerie de haute montagne. La réponse fut rapide, professionnelle, mais chaque mot était un coup de poignard. La voiture était bien là, sur le parking du départ de la randonnée, seule et silencieuse, comme une pierre tombale marquant le début d'un chemin, sans retour. Le vide qu'elle laissait présageait une absence bien plus grande. L'alerte fut immédiatement donnée, et la formidable machine du secours en montagne se mit en branle. En quelques heures, la base du massif de la Vanoise se transforma en un centre d'opération bourdonnant d'activité. Des gendarmes du PGHM, aux visages graves et concentrés, déployaient des cartes sur les capots de leurs véhicules, leurs voix crépitant dans les radios. Un hélicoptère de la sécurité civile décolla dans un vacarme assourdissant, ses pales brassant l'air frais du matin pour entamer un quadrillage systématique de la zone. Des équipes cynophiles, avec leurs chiens impatients de travailler, se préparaient à arpenter les sentiers. Pour Chloé, qui observait la scène depuis la vallée, ce déploiement de force était à la fois un mince filet d'espoir et la confirmation terrifiante que le danger était réel, imminent. Puis la montagne, jusque-là d'une beauté majestueuse et indifférente, se déchaîna. Sans avertissement, le ciel d'un bleu limpide vira au noir d'encre. Un vent glacial et violent se mit à hurler à travers les vallées, pliant les arbres et soulevant des nuages de poussière.
Des éclairs zébraient sur le ciel, suivis de coups de tonnerre qui roulaient comme des tirs d'artillerie faisant trembler le sol. Des torrents de pluie glacée mêlés de grêle s'abattirent sur les pentes, transformant les ruisseaux en torrents furieux. L'orage d'été, soudain et d'une brutalité inouïe, força l'hélicoptère à rebrousser chemin et cloua au sol toutes les équipes de recherche. La montagne venait de tirer un rideau opaque sur ses secrets, effaçant les pistes et isolant quiconque se trouvait encore sur ses flancs. Lorsque l'orage cessa, aussi subitement qu'il avait commencé, il laissa derrière lui un paysage transformé, lavé de tout indice. Les sentiers étaient devenus des rigoles de boue, les ravins étaient gorgés d'une eau tumultueuse et opaque, et l'air sentait la terre mouillée et la pierre brisée. Les recherches reprirent avec une détermination redoublée, mais le cœur n'y était plus. Les chiens peinaient à trouver la moindre trace olfactive, leurs aboiements frustrés se perdant dans l'immensité. Les secouristes sondaient les crevasses, inspectaient les barres rocheuses, criaient les noms de Julien et Léo, dans un silence qui ne leur renvoyait que l'écho de leur propre voix. Chaque heure qui passait, sans découverte, était une pelletée de terre sur un espoir qui s'amenuisait inexorablement. Les jours se muèrent en semaines. L'opération de recherche à grande échelle fut progressivement réduite. Les volontaires, épuisés et découragés, rentrèrent de chez eux. La couverture médiatique, d'abord intense, se fit plus rare, reléguant le drame à une simple brève dans les journaux locaux. Finalement, le commandant du PGHM, lors d'une conférence de presse au ton solennel, annonça la fin des recherches actives. Le dossier fut classé comme un « accident tragique de montagne », une formule administrative froide pour décrire l'impensable. Julien et Léo Moreau étaient officiellement portés disparus, présumés morts, avalés par cette nature qu'ils aimaient tant. La montagne avait repris ses droits, gardant ses victimes dans une étreinte secrète et inviolable. Pour Chloé, cependant, rien n'était terminé. Le rapport officiel n'était qu'un morceau de papier, une tentative absurde de mettre un point final à une histoire dont les pages les plus cruciales manquaient. La fin des recherches ne signifiait pas la fin de l'attente, mais le début d'un purgatoire. Sa maison, autrefois un foyer de vie et de projets, devint un mausolée silencieux où le temps s'était arrêté. La chambre de Léo restait intacte, ses jouets attendant un retour qui ne viendrait jamais. Le manque de certitude, l'absence de corps à pleurer, créaient un vide torturant, une blessure ouverte qui refusait de cicatriser. Elle était désormais seule, face à une montagne qui détenait la vérité et qui se taisait. 4 années s'étaient écoulées. 4 longs cycles de saison qui avaient vu le monde continuer sa course, indifférent. Pour Chloé, cependant, le temps s'était figé ce jour d'été funeste. Sa maison était devenue un sanctuaire silencieux, un musée d'une vie qui n'existait plus. La poussière dansait dans les rayons de soleil qui traversaient là que les fenêtres, se posant sur des objets qui n'avaient pas bougé depuis leur départ. La chambre de Léo, surtout, était restée intacte, une capsule temporelle douloureuse. Ses Legos étaient à moitié assemblés sur le tapis, son lit fait, un dessin de montagne punaisé au mur. Chaque objet était un poignard, un rappel constant du vide assourdissant que leur absence avait laissé, une plaie béante au cœur de son existence quotidienne. Chloé n'était plus que l'ombre d'elle-même. La femme vive et souriante avait été remplacée par une silhouette fragile aux yeux hantés par une tristesse insondable. Elle fonctionnait par automatisme, accomplissant les gestes du quotidien sans y être vraiment présente. Son deuil n'était pas un processus linéaire, mais une marée chaotique qui la submergeait sans prévenir. Certains jours, elle était anesthésiée par la douleur, un brouillard cotonneux l'isolant du monde. D'autres jours, le désespoir était si aigu, si physique, qu'elle peinait à respirer. Elle oscillait constamment entre une infime lueur d'espoir, aussi irrationnelle soit-elle, et un abîme de certitude écrasante que tout était fini, la laissant épuisée et seule face à ses fantômes. Dans le monde numérique, elle menait une quête parallèle. La page qu'elle avait créée sur les réseaux sociaux disparut de la vanoise. Où sont Julien et Léo?
était devenue son unique ancre et sa plus grande source de tourments. Elle y postait régulièrement des photos. Julien au sommet d'une crête, le sourire aux lèvres. Léo soufflant ses bougies d'anniversaire. Des moments de bonheur familial qui semblaient appartenir à une autre vie. Elle partageait des souvenirs, lançait des appels à témoins qui ne recevaient plus de réponse, luttant contre l'oubli. Chaque like, chaque commentaire de soutien était à la fois un baume et un rappel cruel que leur histoire était devenue une tragédie publique, un fait divers pour des inconnus. Parfois, un souvenir la frappait avec la violence d'un impact physique, la faisant chanceler au milieu de son salon. Elle se revoyait, un an avant le drame, lors d'une simple balade en forêt. Léo, alors âgé de 9 ans, essayait de regarder dans les jumelles de son père, bien trop lourdes pour lui. Il avait trébuché, et Julien l'avait rattrapé en riant, un rire franc et puissant qui avait fait s'envoler quelques oiseaux. L'éclat de ce rire résonnait parfois dans le silence de la maison, si clair, si réel, qu'elle se retournait, le cœur battant, avant que la réalité ne la frappe à nouveau. Ces éclats de vie passée étaient les fantômes les plus cruels, des échos d'un bonheur à jamais perdu. Chaque saison, elle refaisait le pèlerinage. Elle retournait seule dans la petite commune alpine, au pied du massif de la Vanoise, le coffre de sa voiture chargé de nouvelles affiches. Le trajet était une torture silencieuse, chaque virage ravivant le souvenir de l'excitation de Léo et de la sérénité de Julien. Arrivée sur place, elle remplaçait méthodiquement les avis de recherche délavés par le soleil et la pluie, agrafant les visages souriants de son mari et de son fils sur les panneaux d'affichage et les poteaux. Les habitants la reconnaissaient, lui offraient un café ou un mot de compassion, mais personne n'osait plus lui donner de faux espoirs. C'était un rituel solitaire, un acte de foi désespéré face à l'indifférence de la pierre. Face aux cimes impassibles qui se dressaient devant elle, son cœur était un champ de bataille. La montagne, qu'elle avait autrefois aimée à travers les yeux de Julien, était devenue son ennemi, son tourment. Elle était à la fois la scène du crime et la gardienne silencieuse du secret. Parfois, elle la haïssait d'une fureur impuissante, lui criant sa douleur dans le vent glacial. D'autres fois, elle se sentait étrangement proche d'elle, comme si en touchant ces roches, elle pouvait toucher la dernière chose qu'ils avaient vue. Cette relation ambivalente la rongeait, la laissant prisonnière d'un paysage qui avait tout pris et qui ne rendait rien, pas même un indice, pas même la paix. Le plus insupportable, ce qui la maintenait dans ces limbes de souffrance, c'était l'absence de certitude. Le deuil est un chemin, mais le sien n'avait pas de point de départ. Sans corps à pleurer, sans tombe sur laquelle se recueillir, comment pouvait-elle avancer? Son esprit, en quête de conclusion, échafaudait sans cesse des scénarios, tous plus atroces les uns que les autres. Une chute, une avalanche, le froid, la faim. Ou pire encore, ce vide narratif était une forme de torture psychologique qui ne lui laissait aucun répit, la condamnant à revivre leur départ encore et encore, cherchant dans les derniers moments un signe, un avertissement qu'elle aurait manqué. Et pourtant, au plus profond de ce désespoir abyssal, une flamme minuscule et têtue refusait de s'éteindre. Ce n'était pas de l'espoir au sens rationnel du terme, mais une conviction viscérale, un instinct de mère qui lui murmurait qu'une histoire ne pouvait pas simplement s'arrêter ainsi, sans point final. Elle devait savoir. Cette nécessité de vérité était devenue sa seule raison de vivre, le moteur qui la poussait à se lever chaque matin. Elle continuerait à chercher, à poser des questions, à attendre un signe, aussi infime soit-il. Elle le leur devait. Elle ne savait pas encore que son attente, cette longue et douloureuse veillée, touchait à sa fin. Loin des sentiers balisés et des zones initialement ratissées par les secours, un autre silence régnait. C'était celui du lac du Mont-Cenis, une étendue d'eau d'un bleu profond et glacial, nichée à plus de 2000 mètres d'altitude. Alain, un pêcheur de 70 ans dont le visage était une carte burinée par le soleil et le vent, y passait ses journées. Pour lui, la pêche était moins un sport qu'une méditation, un dialogue silencieux avec la montagne. Ce matin-là, comme des milliers d'autres matins, il lança sa ligne, le geste souple et ancestral.
Le leur plongea dans l'eau sombre. Et Alain attendit, les yeux mi-clos, sentant le monde à travers le fil tendu entre ses doigts, ignorant qu'il était sur le point de remonter bien plus qu'un poisson. Soudain, une tension anormale. Ce n'était pas la secousse vive et combative d'une truite, mais une résistance lourde, inerte, comme si son hameçon s'était accroché au fond rocheux du lac. Alain soupira, s'attendant à devoir couper sa ligne. Pourtant, en tirant doucement, il sentit que l'obstacle bougeait, se déplaçant avec une lenteur exaspérante. Intrigué, il commença à mouliner, le dos courbé par l'effort. Le poids était considérable, une masse morte qui semblait se battre contre la remontée avec la seule force de son inertie. Mètre par mètre, dans un silence uniquement troublé par le cliquetis de son moulinet et sa propre respiration saccadée, il ramena sa prise mystérieuse vers la berge boueuse. Une forme sombre et difforme creva la surface. Ce n'était ni une branche ni un rocher. C'était une tache de couleur, un bleu électrique presque choquant dans le camilieu de gris et de vert du paysage. En la tirant sur la rive, l'objet se révéla dans son intégralité, dégoulinant de vases et d'algues filamenteuses, un petit sac à dos d'enfant. Le souffle d'Alain se coupa net. Le bleu vif, bien que terni par des années d'immersion, était indubitable. Il connaissait l'histoire, comme tout le monde, dans la vallée. La tragédie des Moreau était devenue une légende locale, un conte sombre murmuré les soirs d'orage. Un frisson glacial parcourut son échine, un froid qui n'avait rien à voir avec l'altitude. Avec des mains devenues soudainement tremblantes, il posa le sac sur un rocher plat. Le tissu en nylon, remarquablement conservé par l'eau froide et le manque d'oxygène, était lourd, gorgé d'eau. Il hésita un instant, sentant qu'il violait une sorte de sépulture, puis, mû par une nécessité plus forte que sa crainte, il tira sur la fermeture éclair du compartiment principal. Le grincement métallique déchira le silence de la montagne. À l'intérieur, parmi quelques objets indistincts et décomposés, une pochette en plastique transparent et épais attira son regard. C'était une housse étanche, conçue pour protéger des appareils électroniques. À travers le plastique, il devina une forme sombre et rectangulaire, un objet intact. Il ouvrit la pochette avec une précaution infinie, ses doigts gourds luttant contre le sceau hermétique. L'objet qu'il en sortit était sec, presque neuf. Une petite caméra d'action noire, compacte, de type GoPro. Son objectif, comme un œil de verre grand ouvert, semblait le fixer. Alain la retourna dans sa paume. Ce n'était plus un simple objet perdu, c'était un témoin, une boîte noire potentielle, silencieuse gardienne des derniers instants de Julien et Léo Moreau. Le poids de cette découverte l'écrasa. Pendant 4 ans, la montagne avait gardé son secret. Et aujourd'hui, par le plus grand des hasards, elle venait de lui en confier la clé, un fardeau aussi lourd que les sommets qui l'entouraient. Alain resta assis un long moment, la caméra dans une main, sa canne à pêche oubliée dans l'autre. Le vent se leva, portant avec lui les murmures des crêtes et des glaciers. Il leva les yeux vers les cimes imposantes, celles qui avaient avalé un père et son fils. Elle semblait le regarder, indifférente, éternelle. Il comprit alors que sa journée de pêche était terminée et qu'une autre histoire, bien plus importante, commençait. Il rangea méticuleusement son matériel, plaça le sac à dos et son précieux contenu dans son propre sac et entama la longue descente vers la vallée. Chaque pas était lourd, non pas de fatigue, mais de la conscience qu'il portait avec lui la vérité, ou du moins un fragment de celle-ci. La descente d'Alain vers la vallée fut un voyage hors du temps, chaque pas pesant du poids de sa découverte. Arrivé à la gendarmerie de Modane, son entrée passa d'abord inaperçue. Un vieil homme au visage buriné, portant un sac de pêche, n'avait rien d'inhabituel. Mais lorsqu'il posa délicatement le petit sac à dos bleu, encore suintant d'eau et de vase, sur le comptoir d'accueil, le silence se fit. Le jeune gendarme de service reconnut immédiatement la couleur, l'emblème d'une marque populaire auprès des enfants. Un frisson le parcourut. Quand Alain sortit la caméra de la pochette étanche, le nom « Moreau » fut prononcé à voix basse, comme un fantôme invoqué après des années de sommeil.
L'objet n'était plus une trouvaille, c'était une relique. Le commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, le même homme qui avait dirigé les recherches 4 ans plus tôt, prit l'appel avec un mélange de professionnalisme et de lassitude. Contacter Chloé Moreau était une tâche qu'il redoutait plus que tout. Rouvrir une telle blessure, c'était comme profaner une tombe. Il composa le numéro, la gorge sèche. Les premiers mots furent difficiles, hésitants. « Madame Moreau, c'est le commandant. Nous avons fait une découverte. » Une découverte concernant Julien et Léo. De l'autre côté du fil, il n'y eut qu'un long silence, si profond qu'il crut la ligne coupée. Puis un souffle, un murmure à peine audible, chargé de 4 années de douleur contenues. Où? La route vers la Vanoise, que Chloé avait tant de fois parcourue comme un pèlerinage de deuil, était cette fois-ci différente. Ce n'était plus un chemin vers le passé, mais un voyage vertigineux vers une vérité inconnue et terrifiante. Chaque virage qui dévoilait les sommets majestueux lui tordait les entrailles. Ces montagnes, qu'elle avait tour à tour haïes et implorées, allaient peut-être enfin parler. Dans sa tête, l'espoir et la peur menaient une danse macabre. L'espoir de savoir, de comprendre, de pouvoir enfin mettre un point final. La peur de ce que cette vérité pourrait révéler, une image, un son qui la hanterait pour le reste de ses jours. Elle serrait le volant, ses jointures blanches se préparant à affronter ses fantômes. La petite caméra d'action, désormais placée sous scellé, devint l'épicentre d'une nouvelle enquête. Plus technique et méticuleuse que jamais. Elle fut envoyée en urgence à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, près de Paris. Les experts la manipulèrent avec des précautions infinies, comme un artefact archéologique fragile. Le véritable défi résidait dans la carte mémoire micro-SD. 4 ans passés dans les profondeurs glaciales d'un lac d'altitude avaient laissé des traces. La corrosion commençait à attaquer les connecteurs. La récupération des données était une course contre la montre, et la dégradation chimique, une opération délicate dont le succès n'était absolument pas garanti. Chaque heure comptait pour extraire les secrets de cette sépulture numérique. Pour Chloé, installée dans une chambre d'hôtel impersonnelle du village, l'attente était une torture. Le monde extérieur s'était dissous. Il n'y avait plus que cette pièce, cette fenêtre donnant sur les cimes impassibles, et le téléphone qui restait silencieux. Le commandant du PGHM lui rendait visite chaque jour, plus par humanité que par devoir. Il ne lui offrait pas de faux espoirs, se contentant de lui décrire les procédures techniques avec une précision clinique, une manière de la maintenir ancrée dans le réel. Mais son esprit vagabondait, imaginant les images enfermées dans cette petite boîte noire. Des rires, des paysages grandioses, puis peut-être le basculement, l'horreur. Ce purgatoire de l'incertitude était presque pire que les 4 années de silence. Le 3e jour, le téléphone sonna enfin. C'était le commandant. Sa voix était neutre, mais Chloé décela une tension sous-jacente. « Ils ont réussi à récupérer quelque chose, dit-il. Pas tout. La carte est très endommagée. Pour l'instant, nous avons des fragments de fichiers vidéo et quelques photographies. C'est corrompu, difficile à lire, mais c'est bien eux. » Cette annonce fut comme une déflagration. Ce n'était plus une supposition, c'était une certitude. Julien et Léo avaient à laisser une trace, un dernier message piégé dans l'ambre électronique. La vérité était là, à portée de main, mais encore fragmentée, incomplète, comme un puzzle dont les pièces les plus importantes manquaient encore. Le commandant l'a reçu dans son bureau à la gendarmerie. L'ambiance était lourde, solennelle. Il lui présenta un dilemme déchirant. Les techniciens travaillaient d'arrache-pied pour assembler les fragments en une chronologie cohérente. Mais cela prendrait encore du temps, peut-être des jours. Cependant, certaines images fixes étaient déjà claires, exploitables. « Madame Moreau, le choix vous appartient, » expliqua-t-il avec une infinie précaution. « Et nous pouvons vous montrer ces clichés maintenant, tels quels, bruts. Ou vous pouvez attendre que nous ayons reconstitué la séquence la plus complète possible. Je dois vous prévenir,
Voir des bribes pourrait être plus difficile que d'attendre le récit complet. Il n'y eut aucune hésitation dans le regard de Chloé. 4 ans d'attente avaient consumé toute sa patience. Vivre un jour de plus dans le doute était un supplice qu'elle ne pouvait plus endurer. « Maintenant, dit-elle, sa voix étonnamment ferme, je veux voir tout ce que vous avez. Maintenant. » Le commandant acquiesça gravement. Il la conduisit dans une petite salle de réunion, sobre et froide. Un grand écran était fixé au mur. Il s'assit à côté d'elle, une souris d'ordinateur à la main. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il une dernière fois. Elle hocha la tête, les yeux rivés sur l'écran noir. Il fit un clic. Le silence de la pièce fut brisé par le vrombissement discret du projecteur qui s'allumait. La première image vacilla, puis se stabilisa. Un panorama a coupé le souffle, les aiguilles d'Arve baignées dans la lumière dorée du matin, puis la voix de Léo, claire et joyeuse. « Papa, filme-moi !» La caméra pivota et le visage de son fils emplit l'écran. Un sourire édenté, les joues rougies par l'effort et le froid. À côté de Chloé, le commandant restait immobile, son souffle suspendu. Pour elle, chaque seconde était une torture exquise. Revoir Julien, l'entendre guider Léo, admirer sa patience infinie, c'était comme recevoir un cadeau empoisonné. Ces fragments de bonheur volés, ces échos d'une vie anéantie, la transperçaient, ravivant la douleur avec une acuité insupportable, la noyant dans un océan de souvenirs. Les séquences s'enchaînèrent, plus courtes, plus hachées. Le ciel s'assombrissait, puis un nouveau visage apparut, un autre randonneur croisé au détour d'un col. Il partagea avec eux une gourde d'eau, échangea quelques mots avec Julien. L'homme souriait, mais quelque chose dans son regard ne collait pas. La caméra, tenue par Léo, le cadrait par intermittence. Chloé fronça les sourcils. Elle ne se souvenait pas que Julien ait mentionné une rencontre. Sur l'écran, son mari semblait se tendre, ses réponses devenant plus brèves, ses regards vers les alentours plus fréquents. Le vent se leva, saturant le microphone d'un grondement sourd, et l'ambiance, autrefois légère, devint lourde, chargée d'une tension palpable et inexplicable. Le dernier fichier était corrompu, une cacophonie de pixels et de sons stridents. L'image se figea une fraction de seconde sur le visage inquiet de Julien, criant le nom de Léo. Puis la caméra bascula violemment. Le monde devint un tourbillon de ciel gris et de roches. Le son était un fracas assourdissant. Puis le silence. Juste avant que l'enregistrement ne se coupe définitivement, l'objectif, pointé vers le haut depuis le sol, captura une dernière image. L'inconnu. Il se tenait au-dessus d'eux, le regard vide de toute sympathie, une expression de prédateur froid qui venait de terminer sa chasse. Ce n'était pas un accident. Chloé suffoqua, une main sur sa bouche, le cri bloqué dans sa gorge. La montagne n'avait pas pris sa famille. Quelqu'un la lui avait volée. Le monde de Chloé bascula une seconde fois, mais cette fois-ci, le fracas fut différent. Le chagrin diffus et pesant qui l'avait accompagné pendant 4 ans se mua instantanément en une horreur glaciale, pure et tranchante. Ce n'était plus la fatalité aveugle de la nature qu'elle affrontait, mais la malveillance calculée d'un être humain. L'image de ce visage, gravé sur sa rétine, remplaça toutes les autres. La montagne n'était plus l'antagoniste, elle n'avait été que le théâtre silencieux d'un crime odieux. Dans la petite salle de projection, le silence était si total qu'elle pouvait entendre le sang battre à ses tempes. La douleur de la perte était désormais décuplée par la rage, une fureur brûlante qui lui redonna une force qu'elle croyait avoir perdue à jamais. L'enquête, autrefois classée, fut rouverte avec une vigueur sans précédent. Le dossier passa du statut de accident de montagne à celui de double homicide. Le portrait robot, d'une clarté effroyable grâce à cette dernière image capturée par la caméra de Léo, fut diffusé à l'échelle nationale puis internationale. Chloé devint le visage de cette nouvelle quête. Elle n'était plus la veuve éplorée attendant des réponses, mais une femme déterminée, animée par une soif de justice inextinguible. Chaque interview, chaque appel à témoin était un acte de guerre contre l'homme qui lui avait tout pris. Sa douleur, autrefois privée et solitaire,
devint une arme publique, un cri de ralliement pour que le visage de l'inconnu ne puisse trouver refuge nulle part. Des mois plus tard, l'homme fut arrêté à la frontière italienne, reconnu par un douanier. Le procès qui suivit fut une épreuve, mais Chloé y assista chaque jour, stoïque, portant le souvenir de Julien et Léo comme une armure. Elle obtint la vérité, les détails sordides d'une rencontre qui avait mal tourné, d'une violence gratuite et insensée. La justice fut rendue, mais elle n'apporta pas la paix, seulement un point final. Un jour, bien après, elle retourna seule au pied de la Vanoise. Les sommets se dressaient, toujours aussi majestueux et indifférents. Mais en les regardant, elle ne ressentit plus la haine ni le vide. Elle sentit la présence de son mari et de son fils, non pas comme des fantômes piégés, mais comme un écho éternel dans la beauté sauvage qu'ils avaient tant aimée. Elle pouvait enfin commencer à guérir.